Je suis François Vaillancourt, professeur émérite économique à l'Université de Montréal et puis fellow et chercheur au CIRANO. Et j'ai organisé cette conférence pour profiter de la visite à Montréal de Violeta Ruiz-Almendral, qui est professeure de droit fiscal et financier à l'Université de Carlos Tertiary à Madrid, une des plus éminentes expertes dans le domaine des relations financières intergouvernementales en Espagne, et qui a travaillé, entre autres, comme lettrada à la Cour constitutionnelle pendant 9 ans. Une lettrada, c'est des personnes qui font le travail pour les juges, qui écrivent des jugements sur lesquels les juges mettent leur nom après. Donc, c'était la personne qui travaillait dans l'ombre dessus, qui est présentement présidente du comité d'arbitrage entre les provinces basques, d'une part, et l'État central et les communautés autonomes dites régulières, d'autre part. C'est une institution unique à l'Espagne qui vise, entre autres, à attribuer les assiettes fiscales entre les différents niveaux de gouvernement. Peut-être que c'est une question pour parler une autre fois, mais c'est un peu unique. Nous, on a des règles. Là-bas, eux, ils ont des règles, mais également un mécanisme d'appel si les règles ne fonctionnent pas. Mais la raison pour laquelle c'est elle qui vous parle aujourd'hui, c'est qu'elle a été membre du comité qui a rédigé le livre blanc de la réforme fiscale en Espagne. Un comité qui a travaillé très rapidement, à peu près en 7 mois essentiellement. Un comité qui, pour la petite histoire, est présidé par un chercheur du CIRANO, chercheur associé du CIRANO, Jesus Ruiz Huerta Carbonell, qui était ici en 2012-2013. Et donc, ça semblait intéressant, puisqu'elle venait ici pour travailler par ailleurs, parce que là, la bourse Leonardo, elle vient travailler sur la question du fédéralisme, de profiter de son expertise récente pour traiter des questions de réforme fiscale. Pourquoi ça peut être intéressant pour les gens ici en ligne? C'est qu'au Canada, Luc pourra peut-être confirmer, à peu près tous les 6 mois, quelqu'un dit « c'est effrayant, il faut réformer le système fiscal canadien ». Que ce soit la Chambre de commerce, le Conseil du patronat du Québec, normalement est parmi nous, même les payeurs de taxes peut-être, la Fédération des entreprises de vente, tout le monde est convaincu que le système fiscal canadien est tout croche et on en parle tout le temps et on ne fait jamais rien. Donc, peut-être une opportunité d'apprendre quelque chose du cas espagnol, peut-être. Et on néglige, quand on fait ça, qu'il y a eu une commission récemment au Québec, une commission dont le nom est trop long à dire, qu'on appelle donc la commission Godbout, qui a été présidée par Luc Godbout, qui, lui, est titulaire de la chaire en fiscalité et finances publiques à l'Université de Sherbrooke, qui est l'expert reconnu au Québec en finances publiques, il n'y a aucun doute là-dessus, qui a donc présidé cette commission, qui a fait un rapport, qui a fait des recommandations, dont, malheureusement, je pense qu'on peut dire que la plupart, sinon toutes, n'ont pas été mises en place. Luc va nous le confirmer. Et donc, je trouvais intéressant d'avoir ce regard croisé entre le nouveau, l'espagnol, ce que Violeta va nous présenter, et ensuite la perspective québécoise, et ensuite une discussion. Et je demande maintenant à Violeta de venir en avant, nous faire sa présentation. Merci. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, surtout Nathalie, notre président. Bon, je vais maintenant parler du projet auquel j'ai consacré l'année dernière. Je ne suis pas du tout objectif, naturellement. Je pense que ce projet a été dans l'ensemble un bon projet, mais je crois aussi qu'une réforme fiscale ne commence et ne finit pas avec un comité comme ça. Ça, c'est le livre blanc sobre la reforma tributaria. On a fait cette carte de mots. C'était l'idée de Jesus Ruiz Huerta, by the way. Je vais parler un peu de l'objectif et pourquoi est-ce qu'on a fait ça et qu'est-ce qu'on voulait achever, si on a achevé ça ou non. Et je vais parler aussi du problème de situation de fiscal fédéralisme fiscal en Espagne, qu'on pourrait parler aussi d'un double fédéralisme fiscal parce qu'il y a surtout l'Union européenne. Ce n'est pas seulement la décentralisation, mais c'est ça aussi. Je vais parler un peu du processus inside, le problème de travailler en grand groupe dans une réforme fiscale. Et je pense maximum 40 minutes. Non, je peux. Donc, oui, il y a
bien sûr, il y a des risques économiques qu'on connaît tous, parce qu'on a des économies mondialisées, globalisées, mais il y a aussi des risques qui sont particulièrement des risques de l'économie espagnole. On a, je vais nommer 3, il y a des autres. On a peut-être une dépendance excessive du tourisme, de construction, qui sont des secteurs qui, dans les crises, surtout dans la crise de Covid, sont très faibles et que sont des secteurs avec une valeur ajoutée et pas très élevée, dont les salaires sont plus bas, etc., etc. Et il y a aussi un problème de vieillissement de la population. On a besoin de beaucoup plus d'immigration, ça c'est partout en Europe, mais en Espagne, on a vraiment notre taux de naissance est très bas, un des très bas de l'Union européenne. Je pense qu'un des très bas du monde. Et aussi l'exposition au changement climatique, qui en Espagne, ça s'appelle la processus de désertification, pardon, français ça. Tout le monde comprend ça, on n'a pas de l'eau. Donc, OK. Donc, l'objectif du livre blanc, c'est-à-dire en avril 2021, quand on a commencé, c'est ça qu'on avait sur la table. Et je dois dire que la dernière séance du comité a eu lieu le 24, le 25 février. C'était le même jour où la Russie a commencé l'agression en Ukraine. Et à ce moment-là, on était en train de voter les dernières idées et nous nous sommes dit, bon, personne ne m'a parlé du livre blanc. C'était un changement drastique comme la COVID a été. Donc. Mais au moins, au avril 2021, on avait une liste des problèmes, des choses, des défis. On a toujours les défis structurels de l'Espagne qui est plus ou moins étable et qui, ça se traduit, on a l'habitude de dépenser plus de notre montant de recettes. Et ça, c'est constant. Il y a aussi des crises, des situations conjoncturelles, mais les défis structurels, si on les voit, et ça a été un problème pendant des années. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas à cause de la crise de Covid. Et au février, le défi immédiat, la raison immédiate du livre blanc, c'est qu'au mois de février 2021, et les plus grands paquets de financement extraordinaire a été mis en place en l'Union européenne. Et bon, pour le dire simplement, comme tous les mécanismes de l'Union européenne de cofinancement, c'était bien sûr c'était sujet à des conditions. Et une des conditions, c'était de faire des réformes structurelles. Laquelle, les réformes structurelles que chaque pays peut décider. Ce n'est pas l'Union européenne qui a dit bon, vous devez faire ça et vous devez, mais il y a des éléments dans le système espagnol qui doivent être soumis à une réforme structurelle. Et une d'eux, entre eux, c'était la fiscalité. Donc, il y avait un compromis écrit de l'Espagne devant l'Union européenne de faire une étude sur les systèmes européens. C'était un compromis et ça a eu une conséquence, c'est que le livre blanc a été envoyé au même temps, au même jour, au ministère des Finances en Espagne, mais aussi à la Commission européenne. Donc peut-être elle va être oubliée en Espagne, mais pas à l'Union européenne. C'est écrit en espagnol, mais il y a des tas de personnes qui parlent espagnol à la Commission européenne. Donc, il y a aussi, enfin, bien sûr, les contextes, la crise Covid que tout le monde connaît, et les contextes des prix énergétiques maintenant à l'Europe, aussi en Amérique du Nord, bien sûr, qui font partie du contexte. Les défis, c'est, comme je déjà dit, des demandes, des besoins intenses de la société, d'une
une culture, si vous voulez, de demander de baisser les impôts et des dépenses qui ne baissent pas. Donc, il y a aussi une conversation structurelle sur les systèmes des impôts qui n'est pas bien, qu'il faut vraiment lancer notre message. Donc, un des défis qui n'est pas écrit là, mais qui était absolument présent pendant toutes les conversations, c'était de faire un effort de la pédagogie, d'expliquer vraiment une radiographie de les impôts en Espagne. Parce qu'en Espagne, comme partout, tout le monde est convaincu, pas tout le monde, mais il y a une partie de la population qui est convaincue qu'on paye trop et qu'on n'a pas assez de... Bon, ça c'est partout, non? Mais en Espagne, surtout à Twitter, ça c'est la conversation. La conception de la réforme, c'était plutôt, si vous voulez, conservative. C'était de ne pas... Il y a toujours la discussion, est-ce que c'est le moment de baisser des impôts, d'élever des impôts, parce que c'est vraiment un catch-22, parce que s'il y a une crise, parce qu'il y a une crise, et s'il n'y a pas une crise, parce qu'il n'y a pas une crise, mais si vous changez les impôts, il va y avoir une crise. Donc, vraiment, il n'est jamais un bon moment pour faire pour élever les impôts. Mais on a essayé de changer la conversation. On ne parle pas d'enlever ou de baisser les impôts. On parle de faire des réformes de neutralité dans les systèmes parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. À cause de ces réformes, on pourrait avoir des impôts qui seront plus élevés et des autres qui seront plus baissés. Mais ce n'est pas une réforme seulement pour arriver à un numéro. Ça, c'est aussi, si vous voulez, une question politique. Un élément important, c'est ce qu'on peut appeler le vecteur territorial. Je vais parler avec plus de ça, mais la réforme a été faite, c'était le ministère des Finances espagnol, et c'est un compromis avec l'Union européenne. Donc, ce n'est pas une réforme des communautés autonomes, mais on ne peut vraiment pas en Espagne penser dans le système des impôts sans penser aux communautés autonomes. Et ça, ce vecteur territorial a été très présent et ce n'était pas comme ça avant dans des autres projets. Bien, il avait en 2014 un autre livre blanc, si vous voulez. Il avait aussi une réforme, enfin, une propose, un livre où il y avait des propositions, des recommandations du système fiscal. Et là, est vraiment une des choses remarquables, bien sûr, je ne suis pas objective, je pense qu'on a fait meilleur et on l'a fait mieux, tout le monde pense ça, enfin, de soi-même. Mais une des choses qui est objective, c'est que dans les rapports de 2014, les impôts des communautés autonomes sont considérés systématiquement comme une nuisance, comme quelque chose qui fait des confusions parce que ce n'est pas clair. C'est mieux d'avoir les mêmes systèmes par tout le territoire. Ça, c'est une idée que politiquement, on peut avoir, mais la Constitution espagnole est une constitution qu'on pourrait nominer fédérale. Ce n'est pas nommé fédéral, mais c'est possible de changer la Constitution, bien sûr, mais on ne peut pas dire qu'on peut faire ça sans changer la Constitution. Ça, c'est le message. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas analysé, enfin, on n'avait pas les mandats d'analyser tous les systèmes espagnols. On avait un mandat spécifique et on avait un mandat dans 5 points, fiscalité environnementale, impôt sur les sociétés ou impôt sur les entreprises, fiscalité de l'économie numérisée et fiscalité des activités économiques émergentes et harmonisation de la fiscalité des actifs. Et ça, c'est un problème fondamental et fédéral dont je vais parler tantôt. Et donc, la demande spécifique, c'était un rapport qui va servir comme base pour amener les systèmes ou
XXIe siècle. C'était un peu l'idée de le Miles Report 2009-2010 au Royaume-Uni. Bon, bien sûr, on avait un mandat spécifique, mais on était aussi des profs d'université. Qu'est-ce que les profs d'université font? On a un peu changé les mandats. On a fait ce qu'ils voulaient, bien sûr, mais on a considéré qu'on ne pouvait pas parler du système sans parler de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et de la taxe sur valeur ajoutée, parce que ça, c'est à peu près 60% des impôts en Espagne. Donc, c'était impossible. Donc, ce qu'on a fait, dans les rapports, on a fait une différence entre les propositions qui sont dans les 5 sujets dont les mandats et les recommandations, que ce sont des choses qu'on pense qu'on pourrait faire, c'est comme hors des cartes, si vous voulez. Et c'est vrai que quand on lit le rapport, il n'y a pas une grande différence, mais on a vraiment en pratique pas tout à fait suivi les mandats. Ça, c'est la vérité. OK. Système espagnol, je vais raconter tout, parce que sinon, ça sera trop long, mais vous avez la présentation. Et si vous avez des questions, on peut revenir sur ça. J'ai déjà parlé du déficit structurel, donc ce point est fait. Et déficit structurel continu, ça c'est les recettes de toutes les administrations, ça c'est État, communauté autonome et municipalité. Donc on voit qu'on a été toujours un peu sous 40% du produit intérieur brut. Ça, pour l'Europe, ce n'est pas beaucoup. Je sais qu'en Nord-Amérique, ça semble beaucoup, mais on était toujours un peu en bas de notre pays, les pays avec qui on fait une comparaison. C'est la France, c'est l'Allemagne, c'est l'Italie, et ce n'est pas bien sûr l'Irlande ou le Luxembourg. On peut parler de ça plus tard. Et ça, c'est le fédéralisme fiscal en Espagne. L'administration centrale, au niveau de dépenses, est responsable de à peu près la moitié. Mais la moitié de ça, 56%, c'est la sécurité sociale qui a son propre budget. Donc vraiment, on pourrait dire que l'État central, comme pouvoir politique, a moins de responsabilités des dépenses que les communautés autonomes. Ça, c'est un moyen. La moyenne, ce n'est pas toujours la vérité, mais c'est la moyenne. Et ça, c'est la situation aussi en 1992 et 2018. On voit en 1992, après une dictature qui était plutôt centraliste, et pas seulement la dictature, on n'avait pas de système fiscal et on n'était pas dans l'Union européenne. Donc, aux années fin des années 70 et années 80, on a dû écaler deux montagnes en même temps, je ne sais pas si ça se dit en français, mais on a dû avoir une démocratie, ne pas avoir une autre guerre civile. Ça, c'était vraiment un des objectifs principaux aux années 70. Avoir un système plus ou moins fédéral, mais en même temps, on pourrait coordonner avec l'entrée dans l'Union européenne, qui était vraiment un projet. Donc, on ne pouvait pas dessiner un système absolument fédéral sans tenir ça en compte en même temps. Donc, on a achevé ça. Il y a toujours la question de est-ce que ça a fonctionné? Et toujours la réponse par comparaison, par rapport à quoi? Parce que guerre civile, non, et dictature, non. Donc, ça n'a pas mal fonctionné. Ce n'est pas parfait, c'est un fédéralisme fiscal qui a beaucoup de choses à améliorer, mais en moyen, on dirait qu'il y a, je pense qu'il y a un consensus très grand que le système ne marche pas mal du tout. Et pas mal du tout, c'est pas mal dans ce siècle qu'on est là. Bon, ça c'est une table avec le revenu fourni par les systèmes de financement. Je seulement vais faire attention sur un point,
c'est que il y a des impôts, comme l'impôt sur les revenus, qui sont en pratique partagés entre l'État central et les communautés autonomes. Les communautés qu'on appelle du système commun. Le Pays basque a 3 provinces et les 3 provinces des Pays basque et aussi la Navarra a son propre système fiscal. Je ne vais pas parler de ça, c'est un système très spécifique, on peut en parler dans les questions, mais quand je mets cette date-là, je parle des communautés autonomes, de le reste des communautés autonomes. Donc, il peut bouger les taux et changer et mettre des réductions et déductions dans l'impôt sur les revenus des personnes physiques, qui est l'impôt le plus important en termes de revenus, et aussi sur les impôts de succession et l'impôt sur taxes, la taxe foncière sur les patrimoines. Et ça, en pratique, a évolué en une situation où certaines communautés autonomes, surtout Madrid, a absolument baissé les impôts. Et ça a été une des questions les plus conflictives à la pratique parce qu'il y a une plupart des communautés autonomes, entre eux Catalogne, qui a demandé une meilleure coordination ou harmonisation, c'est-à-dire une sorte de recentralisation justement pour protéger l'impôt. Donc, je pars des pouvoirs pour les maintenir, plus ou moins. OK. Les processus, la méthode du travail, bon, les compositions des comités, ça, on peut aussi en parler dans les questions, mais on était 19. Il y avait 2 qui ont démissionné à la fin. Ils n'étaient pas contents avec le groupe. On peut aussi en parler dans les questions, mais c'est déjà un succès parce que c'était un projet, les défis, c'était pas seulement d'achever un rapport entre 17 personnes, mais on était 17 avec des carrières très différentes. Il y avait pour première fois en Espagne des hommes et des femmes. L'autre comité, c'était absolument seulement des hommes. Je dis ça parce que c'était la première fois qu'il y avait, c'est la réalité aussi avant. Et il y avait aussi des économistes et des juristes que ça, on ne s'entend pas tout le temps bien, parce qu'on a beaucoup d'ego, aussi les juristes. Et il y avait aussi une balance territoriale, parce qu'il y avait des gens de toute l'Espagne, vraiment. Il y avait des Galicia, il y avait de Catalogne, des Pays basques, etc. Ça, c'est bien pour l'équilibre, mais c'était une commission très équilibrée, mais pour travailler ensemble, ça, ce n'est pas toujours évident. Et on a fait, bien sûr, on est dans l'ère Covid, et on a fait beaucoup de Zoom, et on a fait aussi des séances présentielles. On a trouvé une des choses, la seule chose peut-être où il y avait unanimité, c'est que d'avoir plus de rencontres en personne, de boire un café ensemble, de parler, ça aurait fait plus facile certaines discussions que si on les fait par Zoom, ça dure 7 ou 8 heures. Et si on le fait sur un café, c'est plus facile à se comprendre. Ça, c'est une conclusion que je pense qu'on était unanime. Dans le reste, il n'y avait pas d'unanimité. Bon, c'est la première fois en Espagne, on n'a pas toujours l'habitude d'avoir des processus ouverts avec la participation de la société et surtout des entreprises dans les processus de réforme. Ça, c'est une chose qui est en train de changer, mais ce n'est pas tout à fait évident. Et on a ouvert les processus à la discussion. On avait un lien où tout le monde pouvait envoyer, n'importe qui, même personnellement, envoyer des idées, des propositions, mais on a aussi, pour toutes les communautés autonomes, on a demandé qu'est-ce que vous voulez, comment est-ce que vous le voyez. Donc, ça, c'est peut-être pas remarquable, mais c'est remarquable en Espagne. On a aussi achevé un processus de consensus. Le consensus, ce n'est pas l'unanimité.
mais on n'a pas de vote particulier. Est-ce que ça se dit, vote particulier? Enfin, on a vraiment tous voté tout, même si on était 100% d'accord. Et ça, je trouve personnellement important parce que c'est un rapport avec lequel tous, on peut vivre avec peut-être 70% de repas. Pas 100%, mais ça, c'est bien. Ça, c'est l'idée de consensus. Ça c'était pas facile, mais je pense que ça donne un peu de force. Et il y avait un minimum au moins qu'on était d'accord. On a collaboré entre nous, vraiment, les économistes et les juristes. On a collaboré ensemble, ça c'est, je dis, pas très souvent. Et une des choses aussi que je trouve remarquable, c'est qu'on avait la possibilité d'avoir des simulations et des données spécifiques. Donc, les autorités, enfin, l'administration fiscale, il y avait quelqu'un, enfin, un groupe qui nous a aidés avec des données pas publiques et qui nous a beaucoup aidés parce qu'on avait des idées et comment est-ce que ça fonctionnerait, est-ce que ça serait... est-ce que vous pouvez nous faire une simulation? Donc, ça a beaucoup mis en perspective tous les propos. C'est sûr que quand on voit les données, on arrive à une conclusion qui est un peu contre-productive. C'est que le système fiscal espagnol est très européisé, c'est-à-dire c'est un système moderne qui fonctionne, on a des impôts comparables au reste. Donc, ça c'est bien, mais vraiment, c'est ce que tu peux faire avec une réforme est marginal. Tu peux peut-être améliorer ici et là, mais on ne parle plus de bouleverser le système, de tout changer. On parlait de tout changer en 1970, 65, il fallait tout changer. Donc, on pourrait dire, enfin, je ne vais pas dire pas du tout que c'était plus facile, parce que ce n'était pas plus facile, mais c'était plus évident qu'est-ce qu'il fallait faire. En 1980, il n'y avait pas de système fiscal. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire tout. Maintenant, non. On a un système, ça fonctionne, mais il y a des éléments, mais ils ne sont pas absolument évidents. Donc, ça, c'est un peu la difficulté. L'idée de l'intégration européenne et internationale, la dimension internationale européenne a été à présider, à permettre tous les procès parce que, comme je dis avant, renoncer à pouvoir fiscal, des fois, c'est la seule façon de les préserver. Le problème est, bien sûr, en Espagne, on n'est pas pouvoir fiscal limité. On est absolument, on dépend de ce qu'on décide dans l'Union européenne. L'exemple le plus évident, c'est la TVA. La TVA, c'est un impôt, l'impôt sur les valeurs ajoutées, c'est un impôt européen et les États membres peuvent évidemment l'adapter. On n'a pas la même taux dans tous les pays, mais c'est un impôt qu'on ne pourrait pas éliminer. L'Espagne ne pourrait pas dire non, je ne veux pas la TVA, je ne suis pas convaincue. Et ça, c'est pas, et on peut non plus avoir des différents taux dans les différentes régions, même pas les Pays Basques et Navarra. C'est les mêmes impôts avec ces réglementations, mais les mêmes impôts. Et ça, c'est vraiment, c'est un limite, évidemment, mais c'est aussi une garantie de maintenir un impôt qui n'est pas populaire. Que je pense des fois que si on aurait dû mettre, si le TVA n'existait pas et on l'aurait dû mettre aujourd'hui, ça aurait été impossible. Je pense la même chose avec les vaccins. si on devrait mettre l'idée des vaccins à nouveau aujourd'hui, est-ce qu'on aurait, pas la COVID, mais le reste? Bon. Donc, la dimension internationale, ce n'est pas seulement l'Union européenne, c'est aussi les pays avec qui on a des conventions de double imposition.
Donc, ça, c'est une dimension qu'on oublie souvent, surtout quand on parle des impôts de société en Espagne, parce qu'on dit, bon, les multinationales ne payent pas. Les GAFA, les Google, Alphabet, Facebook, Twitter, c'est les mêmes discussions, parce que j'ai suivi la discussion ici, surtout ici à Québec, avec la taxe des GAFAs, et c'est la même discussion, absolument la même en Espagne. Mais il y a une dimension que tu ne peux pas changer évidemment. Tu ne peux pas changer presque sans convention de double imposition qui sont signées. Les processus pour changer une convention internationale, ça dure 10, 15 ans. Et donc, ce n'est pas évident. Et je ne vais pas, mais vous connaissez sûrement mieux que moi tous les débats dans les OCDE G20 sur le temps minimum des impôts de société. Bon, ce débat a permis tout. Et là, à la fin, la question était, OK, si on se laisse aller pour tout ça, on pourrait dire, bon, on ne peut rien faire parce qu'on est moins de laisser. Donc, ça dépend des États-Unis, ça dépend de l'Union européenne, fini. Et donc, les défis, vraiment, c'était de trouver des choses qu'on pourrait améliorer dans des impôts où, même s'ils ne sont pas harmonisés dans l'Union européenne, on peut pas faire des propositions sur n'importe quoi. Parce qu'il faut tenir en compte, pas seulement du point de vue légal, c'est ce qui nous limite, mais qu'est-ce que les autres ont fait. Par exemple, en France, il y avait un rapport, pas sur les systèmes des impôts, mais surtout les systèmes économiques, qui a été publié l'année passée. On a tenu ça en compte. C'est un rapport pour la France, avec les données de la France, mais qui parlait des problèmes qui sont voisins. Donc, quand on parle de dimension européenne et internationale, ce n'est pas seulement du point de vue légal, c'est ce que les juristes adorent, mais c'est aussi les contextes politiques et diplomatiques, si vous voulez. Je ne vais pas m'arrêter trop dans ça, mais à la fin, on a suivi l'idée de Frans van Istendel, c'était un prof que peut-être vous le connaissez, qui avait dit que dans l'Union européenne, less begets more. Moins pouvoir te donne plus pouvoir. L'idée, c'est qu'il faut faire des recommandations, des propositions qui sont alignées avec ce que l'Union européenne est en train de faire dans, par exemple, les impôts sur des sociétés, parce que c'est la seule manière de maintenir un impôt qui est en train d'être détruit si on voit ce qui s'est passé dans les derniers 20 ans. L'Espagne seule ne peut pas faire face à des États avec des vatas d'imposition. Donc, ça, c'est le plus important. Le livre blanc, c'est un document de 800 pages avec 118 propositions et une cinquantaine de recommandations. Je ne vais pas vous soumettre à tous les contenus du livre blanc. Je vais passer un peu rapidement par ce qu'on a fait à peu près. Les chapitres sur les diagnostics, c'est là où on a vraiment dépassé les mandats. On a essayé vraiment de donner, de mettre, de donner toutes les données sur le système fiscal espagnol pour faire un peu de pédagogie et qu'est-ce qui t'arrivait pas en 2009, pas l'année passée, mais sur les 20 dernières années. Et ça, c'est la partie la plus importante, mais aussi, on a parlé, et ça a été très critiqué dans les journaux, on a parlé de la taxe sur valeur ajoutée. Il y a la taxe sur valeur ajoutée en Espagne, des taux implicites, c'est-à-dire les recettes sont plus bas que les restes de l'Union européenne parce qu'on utilise trop
les taux bas des impôts. Donc, pour le tourisme, le taux général, c'est 21% en Espagne, mais pour le tourisme, c'est 10%. Et pour les bars, les restaurants, c'est 10%. Ça nous donne un avantage compétitif, bien sûr, mais ça, la conclusion, c'est que ça baisse beaucoup les recettes. C'est difficile d'expliquer, enfin, c'est un impôt qui n'est pas populaire, mais c'est difficile d'expliquer que, d'abord, sans TVA, on ne peut pas avoir un état de bien-être, un welfare state à l'Union européenne. Parce que la TVA est un élément très fort, elle a beaucoup de force d'avoir des recettes. Et c'est vraiment, ça vaut la peine dans un pays qui a, Espagne est un des pays avec les plus de touristes du monde, c'est pas comme la France, mais on a environ cet été, on aura 100 millions de touristes. Donc la TVA est payée par n'importe qui. Et c'est un impôt très important et ça a été une partie de la discussion. Ça a été très critiqué parce qu'il y a une partie de la société qui pense qu'il faut avoir des taux bas pour aider les gens avec moins d'argent. Donc, on a proposé des systèmes de compensation. On a recommandé, parce que ça sera une partie du dépense publique, mais pour compenser les familles avec moins d'argent, mais on a proposé avoir progressivement un taux unique de TVA, comme la Danemark. Ça a explosé dans les journaux, mais parce que c'était, enfin, on avait dépassé les mandats. Bon, et le chapitre 2 parle pour première fois en Espagne. Il fait beaucoup de propositions de nouveaux impôts environnementaux. Une des choses en Espagne, c'est qu'il n'y a pas, ça c'est en comparaison avec des autres pays de l'Union européenne, l'Espagne n'a pas des impôts proprement environnementaux qui sont nationaux. Et il y a des taxes établies par des communautés autonomes, mais la plupart, et la seule exception, je crois, c'est Catalogne, mais la plupart, ce ne sont pas vraiment des impôts ambientaux. Ce sont des impôts avec une recette très basse, qui coûtent très cher de les gérer, donc vraiment, ils ne vont pas la peine. Et on pourrait dire qu'on ne l'a pris pas sérieusement, les défis environnementaux. Donc, un des chapitres les plus importants du point de vue espagnol, c'est de mettre la fiscalité environnementale au premier chapitre du fonds. Et, bon, on a parlé aussi de, enfin, on a beaucoup d'exemples, j'ai choisi un. L'Espagne a, en moyenne, les taux, les impôts environnementaux sont beaucoup plus bas que le reste de l'Union européenne. Et seulement pour donner un exemple, les impôts, enfin, les revenus moyens par véhicule dans les pays de l'Union européenne, vous voyez ça, et ça c'est l'Espagne ici. Donc, vraiment, on a beaucoup de marge pour enlever des impôts pour les véhicules privés. C'est une chose qui, vraiment, en Espagne, la plupart des villes, des grandes villes, vraiment, on n'a pas raison pour prendre la voiture. Il y a des transports publics, ce n'est pas comme certaines villes de l'Amérique du Nord où si tu n'as pas de voiture, tu meurs parce que tu ne peux pas même faire les cours. Et ce n'est pas le cas en général en Europe. Donc, vraiment, ça donne l'opportunité de faire une politique forte et enlever des impôts qui sont absolument, c'est quelque chose absolument impopulaire, mais qu'il faut le faire. Bon, il y a aussi le chapitre 3 sur l'impôt des sociétés. On a été, c'est peut-être le chapitre le plus conservateur. Il y a les propositions là, la plupart des propositions en relation avec avec une essai d'élargir l'assiette fiscale, mais pas bouger les taux, et surtout d'éliminer des dépenses fiscales, des réductions et des déductions qui
on ne sait pas bien s'ils ont un rôle très important. En Espagne, de toute façon, un des problèmes de l'impôt sur société, c'est que les pertes de société, on peut les compenser en avant dans tous les pays, je sais que aussi en Canada. Donc, on est toujours en train de compenser des pertes de la grande crise 2007-2008. Donc, vraiment, si toutes les pertes de sociétés accumulées, c'est à peu près, enfin, c'est une estimation, c'est à peu près 5 fois les recettes de l'impôt sur société. Donc, ça pourrait absolument détruire l'impôt. L'impôt des sociétés en Espagne est dans une situation vraiment précaire. Les marges d'actuation, c'est pas trop. Et aussi, oui? Ah, 10 minutes, ok. Je pensais que c'était une question. Oui, non, je l'ai horloge ici. Ok. Économie numérisée, activité émergente. Là, la discussion, c'était vraiment et c'est la même dans le reste des pays. On a un système fiscal qui n'est pas adapté à des activités économiques qu'on ne comprend pas du tout. Et pas seulement les cryptocurrencies qui, plus ou moins, on peut mettre dans l'impôt sur les revenus parce que il y a, on gagne ou on perd. Donc, c'est un actif, si tu les traites comme plus ou moins un actif financier, ça va. Mais le problème, c'est des formes de faire des activités économiques qui ne sont pas évidentes. On a un système qui fait une différence très forte entre ce qui est travailleur, qui travaille, et ce qui est, ce qui travaille par compte propre. Cette division stricte n'est plus là avec les Uber, même les Airbnb, avec quand il y a quelqu'un qui a beaucoup d'appartements. Et notre système, comme arrive avec des autres, n'est pas bien adapté à ça. Donc, ça a été le centre de la discussion de ce chapitre. Et last but not least, dernièrement, les impôts sur la fortune en Espagne, même si on est très, très optimiste, les revenus n'ont jamais été très, très, très hauts. Même même dans une réforme idéale, les revenus sera peut-être la 10e partie de l'impôt sur les revenus personnels. C'est une estimation. Mais on a considéré, une des choses les plus importantes dans la commission, c'est qu'on a voté pour maintenir, pour ne pas éliminer ces impôts-là. Ça, déjà, c'est vraiment achever quelque chose parce qu'on n'était pas d'accord. On n'était pas d'accord. Il y avait une partie de la commission qui pensait que surtout l'impôt sur la fortune, l'imposto sur le patrimonio, je ne sais pas bien comment le traduire d'ici, les wealth tax, on a un vieux impôt sur la propriété. Et il y avait une grande partie du comité, pas la majorité, mais une partie importante qui pensait que c'est un impôt vieux, que ça ne vaut rien mieux et que ça touche trop à la classe moyenne. Et par contre, la classe plus élevée a beaucoup d'instruments pour l'échapper. Mais le problème, c'est OK, l'impôt ne fonctionne pas, on est absolument convaincu de ça, mais si tu élimines un impôt, l'impôt ne revient pas. Donc, on a décidé de les maintenir, mais ce sont la même chose avec les impôts sur les successions et donations, sauf que dans ces impôts-là, il y avait beaucoup plus de consensus pour les maintenir et pour les harmoniser. En fait, pour établir un minimum intouchable pour qu'aucune communauté autonome peut l'éliminer en pratique. Ça a été en tout cas très controversé aussi parce que la communauté de Madrid a commencé, dans les journaux, a commencé à dire qu'on était en train d'attaquer l'autonomie des communautés de Madrid. Ça, si on n'est pas espagnol, on ne comprend pas bien, mais la communauté de Madrid n'a jamais eu un sentiment d'autonomie. C'était absolument nouveau. Et donc,
les arguments qu'il faisait, c'était absolument des arguments que même un secteur pro-indépendance et Catalogne n'utilise pas. Et c'était des absolutes autonomies. Vous êtes dans l'Union européenne, ça ne marche pas. Bon, de toute façon, on a fait des recommandations, enfin, on a fait des propositions enfin, on a fait un appel aux communautés autonomes pour travailler dans un système meilleur. On n'a fait pas de propositions serrées ou fermées parce que ce sont des impôts absolument partagés. Bon, je vais aller à la fin parce que j'ai 5 minutes. Oui. Conclusion, limite, process. Une des conclusions principal, c'est qu'il faut absolument élargir les assiettes fiscales, mais il ne faut probablement pas toucher les taux. Le problème en Espagne, ce n'est pas les taux. Si on voit les taux des impôts, ils sont comparables avec le reste de l'Union européenne. C'est dans les bases des impôts où est la plupart des problèmes. Et mieux évaluer les dépenses fiscales, c'est-à-dire les réductions, les déductions et tous les éléments qui brise la neutralité des impôts. Et une partie de la discussion, ça, c'est technique espagnole, vraiment, mais la discussion est la même partout. Et n'importe qui demande une réduction pour ce secteur-là, on l'établit et ça reste par toute la vie dans l'impôt. C'est difficile de l'éliminer. Une fois qu'il y a... Donc, on a une des recommandations, une des propositions a été, dès qu'il y a une niveau réduction, les mettre du point de vue temporel. Donc, il sera seulement valable pendant 2-3 jours, 3 années, exercice fiscal, et elle sera éliminée automatiquement, sauf qu'il y ait une évaluation positive. Donc, c'était reverser, changer absolument la moyenne dans laquelle on remettrait des réductions fiscales. Une autre conclusion, c'est qu'on a un système de fédéralisme fiscal qu'on pense là, et ça c'est je pense que pas unanime, mais la plupart du comité pensent que ça fonctionne plus ou moins bien, mais il faut améliorer la discussion et améliorer surtout parce que c'est ce qui se passe. Le problème, ce n'est pas qu'une communauté autonome, un exercice légitime de ce niveau d'autonomie décide de baisser les impôts. Ça, ce n'est pas un problème. Ça, c'est, du point de vue légal, ça, c'est absolument sans problème. Le problème, c'est qu'un jour, on baisse les impôts et les jours après, on demande plus d'argent aux centres ou aux communautés autonomes, donc communautés européennes. Donc, on ne peut pas faire les deux choses. Si tu veux baisser les impôts, mais tu as un niveau de dette publique assez haut ou un déficit structurel, dès les mêmes jours que tu baisses les impôts, tu dois donner faire une proposition croyable de baisser aussi les dépenses fiscales. Parce que sinon, le débat est myope, c'est seulement une partie. Là, le fédéralisme fiscal en Espagne, on pense que fonctionne, mais qu'il faut faire un effort pédagogique sûrement plus fort. C'est vrai qu'en Espagne, les deux grandes crises, les grandes crises de 2007 et 2008, et puis la crise de la COVID, ont été résolues ou managées par un processus de centralisation de dette, dont le système, en même temps qui est plus décentralisé du point de vue des impôts, c'est plus centralisé du point de vue des risques. Et ça a besoin d'une meilleure conversation et une meilleure discussion. Mais ça c'est vraiment hors du mandat. On a seulement des minutes. Bon, une réforme fiscale, c'est une occasion d'améliorer les débats sur la fiscalité, mais c'est aussi en Espagne l'occasion d'améliorer les débats sur la décentralisation. La dernière slide, et je finis avec ça, c'est parce que ça sert à quoi un livre blanc dans le 21e siècle, créer un groupe de personnes dans
une chambre, est-ce que ça sert à quoi? Bon, je pense, c'est évidemment confirmation biased, ce n'est pas objectif. Hein. Je ne pense pas que j'ai perdu un an de ma vie, mais je pense que ça donne au moins une pause pour une réflexion focalisée qui n'est pas facile dans les cycles politiques. Donc ça, déjà, c'est quelque chose. Mais ça ne peut pas être considéré un mandat direct au législateur. Ça doit être partie d'un débat général. C'est pas une discussion ne commence, ne finit par un livre blanc. Et il faut aussi, je pense que ça, c'est où on n'a pas vraiment, je ne peux pas dire échoué, mais on n'a pas tout à fait arrivé à tout expliquer. On a écrit des articles à la presse, tout ça, mais je pense qu'il y a une partie de la discussion qu'on ne sait pas bien faire comme prof d'université. On a besoin de l'aide, peut-être des journalistes, et ça, c'est une chose qui pour l'avenir, que je me dis qu'il faut faire. Donc, merci pour me donner l'opportunité de parler de projet, et je suis finie. Alors, merci beaucoup, Violetta. Alors, je vais vous révéler une chose, c'est sa première présentation en français. Mais l'autre chose qu'il faut savoir, la première en anglais, elle l'a faite en 2002 parce que je lui ai demandé, et c'est ici aussi. Donc, je suis un peu le démon qui la pousse, la présenter dans une langue autre que l'espagnol. Bon, alors, nous avons le cas espagnol. Nous avons un grand défi pour Luc qui va nous montrer que la commission Godbout a servi à quelque chose, j'espère. Luc, 20 minutes. Merci. Alors, bonjour. Je vais essayer de faire ressortir quelques ressemblances dans la manière d'aborder la mise en place d'une réforme fiscale avec ce qu'a fait Violetta. Moi, j'ai noté à travers sa présentation, que j'avais eue aussi un petit peu à l'avance, la volonté d'avoir une approche globale, de ne pas regarder juste des micro-détails, mais de regarder de manière plus globale. Le contexte pouvait être un peu le même, le vieillissement de la population, prise en compte de nouveaux défis comme le commerce électronique, les changements climatiques, qui avaient un déficit structurel lorsqu'ils ont fait le rapport. On avait aussi, nous, en tout cas, un déficit que le gouvernement voulait combler rapidement au moment où la commission a été créée. Il y avait aussi, à travers nos travaux, une volonté de revoir le dosage à travers les modes d'imposition, une meilleure évaluation des dépenses fiscales. On y a passé quand même pas mal de temps aussi. Et qu'il y a l'autre point similaire, c'est que dans certains impôts, il y a deux préleveurs, là, donc différents ici, le fédéral et les provinces. Donc, là, je vais partir un peu plus large pour commencer, pour vous montrer où se situe le Québec par rapport à l'Espagne en matière de recettes fiscales et recettes non fiscales. Mais recettes fiscales, ça m'apparaît soudainement un peu petit, là, mais vous voyez que le Québec est en haut. Heureusement, j'ai mis un bâtonnet plus bleu pour le Québec. Donc, Québec est dans le tiers supérieur, alors que l'Espagne est en vert juste à côté du rouge, qui serait le Canada sans le Québec. Donc, on a refait des calculs si le Québec était séparé du Canada, montrer le poids de la fiscalité du reste du Canada. Et l'Espagne, dans le fond, là, s'apparente plus au reste du Canada. Il est beaucoup plus bas dans la structure du poids de la fiscalité. Ici, j'ai montré comme un peu les tendances. Effectivement, depuis 81, c'est loin. Là. Donc, Violetta l'a bien signalé qu'en 81, la fiscalité était un peu émergente là-bas. Donc, ils étaient sous la moyenne de l'OCDE. Ils terminent la période, ils sont au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Alors que le Québec, ce n'est pas compliqué, on a toujours été au-dessus de la moyenne de l'OCDE. C'est plus facile à cerner. Puis on voit un gros pic là, pour 2020, mais là, il faut comprendre que c'est l'effet de la pandémie. L'effet PIB a été plus fort que l'effet sur les revenus. Et donc, c'est un ratio divisé par le PIB. Donc, on voit que ça se rattrape un petit peu, là, mais c'est ça. Violetta, ce n'est pas sur la diapo, là, mais elle a parlé aussi de décentralisation des dépenses ou des revenus, qui vont généralement un peu ensemble. Au Québec aussi, on est quand même assez décentralisé. Si on regarde les recettes fiscales prélevées sur le territoire québécois,
il y a 1 $ sur 2 qui va au gouvernement du Québec. C'est à peu près le tiers qui va au gouvernement fédéral. Puis les 2 autres, c'est le régime de retraite, donc la cotisation sociale RRQ et les municipalités. Donc, nous aussi, c'est un peu décentralisé comme ça. Bon, nous, la commission, ça ressemblait à quoi? Créée en juin 2014, 8 experts, donc Carole et Yves. Est-ce que c'était trop 8? Moi, quand c'était le temps, peut-être j'en ai parlé avec François, mais quand c'était le temps, 3, 5, 8. 19. Là, 19! Mais 19 dont 2 démissions, mais 19, c'est ça, c'est là qu'on voit que ça n'a peut-être pas si gros que ça. Ça permet effectivement d'ajouter de l'expertise différente. D'ailleurs, on l'a fait, nous, on a demandé à des 18 analyses d'experts québécois, canadiens, étrangers, dont François, cette fois-ci. Il y avait eu aussi des Bev d'Alpi du Canada. Puis on a demandé à l'OCDE, via des personnes, et au FMI de produire des rapports aussi pour alimenter notre réflexion. Vous avez, je crois que j'avais compris, 7 mois de travail. On a duré un peu plus longtemps, peut-être pour des raisons d'impression, mais ça a duré 8 mois de notre côté. Il y avait une volonté, comme Violetta le faisait remarquer chez eux, des forums citoyens, des audiences publiques. On voulait que les gens embarquent. Il y a eu des centaines de mémoires qui ont été soumis à la commission. On était supporté aussi, ce n'est pas apparent ici, mais on était supporté par un secrétariat du ministère des Finances pour nous aider à faire certaines simulations, notamment. Donc, comme Violetta l'a mentionné, ça aussi, ce n'est pas écrit ici, mais dans les 8 experts, on avait une volonté d'avoir une certaine représentativité homme-femme, de ne pas être 8 gars de 50 ans. Donc, on avait une certaine volonté d'être représentatif de ce côté-là. Bon. Si on regarde le mandat, pourquoi avoir créé une commission d'examen sur la fiscalité au Québec, ici, c'est un extrait du discours inaugural du premier ministre Couillard de l'époque. Donc, premier discours qu'il fait à l'Assemblée nationale, c'est supposé être un discours important, et il mentionne qu'il veut créer une commission sur la fiscalité qui va s'intéresser tant au régime fiscal des particuliers et des sociétés. Puis, il dit que la fiscalité, c'est un outil, puis il faut mieux s'en servir pour que ça soit en cohérence avec notre développement et nos objectifs de croissance économique. Il disait à l'époque, une réforme en profondeur est nécessaire. Donc, on comprenait qu'on avait quand même un mandat assez large, puis il voulait une fiscalité qui stimule, qui mobilise et qui bâtit. Bon, c'est ce qu'on a essayé de faire. Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y en ait autant. Nous, on s'est fait dire, là, on s'attendait à ce que vous arriviez avec un lièvre, vous êtes arrivé avec un éléphant. Il va vraiment falloir apprendre à le saucissonner pour le digérer. Donc, c'est ça, après coup, tu peux dire, est-ce qu'on a eu une erreur stratégique? Je pourrais y revenir plus loin, mais est-ce qu'on aurait dû faire un rapport sur les entreprises en décembre, un rapport sur les particuliers en mars, puis un rapport sur d'autres choses plus tard? On a plutôt choisi de tout mettre ensemble et de déposer une brique. Mais c'est vrai que la brique a peut-être été un peu plus dure, un peu plus dure à digérer. Bon. C'est une réforme, donc, on disait qui était majeure. C'est une réforme que je considère toujours nécessaire, souhaitée ou souhaitable. Comme un peu le soulignait Violetta, elle était modulée dans le temps. Donc, on ne disait pas qu'il fallait tout faire la première minute. On disait qu'il y avait des choses qui pouvaient se séquencer dans le temps. On voulait offrir un meilleur équilibre entre les modes d'imposition, corriger, puis je vais vous le montrer plus tard, mais notre dépendance québécoise à l'impôt sur le revenu. On voulait l'adapter, la fiscalité, au niveau défi. On l'avait déjà mentionné dans le cadre de la réflexion avec Violetta. Nouvelle économie numérique, environnement, etc. On voulait avoir une fiscalité qui nuise moins à la croissance économique dans un contexte de faible croissance, découlant notamment du vieillissement de la population. Puis, on voulait qu'il y ait des gains d'efficacité pour que, même si, je vais vous le dire tantôt, une réforme à coût nul, même s'il n'y avait pas d'aller chercher d'argent additionnel, on voulait quand même que ça ait un effet positif sur l'économie québécoise. Puis, un peu comme le disait Violetta, on voulait que ça serve, que ce soit un guide qui serve pour les prochaines années, le gouvernement, lorsque ce serait le temps de réfléchir à des modifications à la fiscalité. Bon, notre rapport, premier élément, c'est une réforme à coût nul.
Et moi, c'est arrivé, je me suis fait dire, hey, le gouvernement, il n'a vraiment pas été fin de vous imposer une réforme à coût nul, ça vous a attaché les mains. Là, tu regardes, tu vas retourner lire. Ils ne nous ont jamais demandé de faire un rapport à coût nul. C'est eux autres. Non, c'est nous à l'interne, on a décidé de faire un rapport à coût nul. On a dit, hey, le gouvernement est en déficit, il lutte pour retrouver l'équilibre budgétaire. On va lui proposer une réforme, moins 3 milliards, mais il me semble que tu n'auras pas d'écoute. Fait qu'on a dit, on va la faire à coût nul, puis s'ils veulent la faire à coût non nul, ils la feront à coût non nul. Mais c'est ça. Fait qu'on s'est forcé, puis on ne voulait pas se faire reprocher de jouer négativement sur la capacité d'agir de l'État. On a dit non, ce n'est pas notre rôle d'arriver avec une réduction de la charge ou une augmentation de la charge. C'est une réforme, donc, je l'ai dit plusieurs fois, qui cherchait à rendre la fiscalité plus efficace. Donc, essayer de réduire notre dépendance à des impôts qui sont plus dommageables, puis recourir davantage à des impôts qui le sont le moins. Tout ça dans cette volonté d'être à coût nul. On l'a moins retenu, mais on rendait quand même le système un peu plus progressif. On baissait les taux des plus bas taux, puis on n'augmentait pas les plus hauts, mais on les décalait dans le temps pour qu'ils s'appliquent plus tardivement. Donc, ça donnait quand même une fiscalité dans l'impôt sur le revenu plus progressive. Puis, on voulait accroître la compétitivité pour les entreprises. Donc, ça ressemble un peu aux propos quand même, à certains égards, de Violetta dans son texte. Un souci d'une plus grande efficacité, un souci de tenir compte des défis qui nous touchent. Bon, ici, là, je vous remonte encore une fois l'Espagne en termes de poids de l'impôt sur le revenu dans son économie. Nous, on est ici. Donc, le Québec a une dépendance en impôt sur le revenu qui est plus forte que la moyenne des pays de l'OCDE. À vrai dire, il y a juste l'Islande, qui est un pays, une île isolée, qui a un taux plus haut, puis le Danemark, vraiment, qui fait figure à part en termes d'impôt sur le revenu, mais sinon, on voit que... puis, on est assez semblable au Canada, bien qu'on l'utilise un peu plus, mais on est quand même dans les plus grands utilisateurs. Donc, si le Québec n'était pas là, ce serait le Canada qui serait troisième plus grand utilisateur. Donc, ça s'explique aussi par le fait que c'est le fédéral qui prélève la moitié de l'impôt sur le revenu, puis que les provinces ont quand même un système quand même un peu similaire. Donc, une assiette beaucoup plus utilisée ici que là-bas et une volonté pour faire cette modification-là. Ici, je vous montre aussi comment ça a évolué. Encore une fois, 81 à 2020. En moyenne, en haut, c'est les pays de l'OCDE. Donc, si on regarde les pays de l'OCDE, bien, ils ont baissé l'utilisation de l'impôt sur le revenu dans leur structure fiscale, puis ils ont augmenté les impôts à la consommation dans leur structure fiscale dans les 40 dernières années. Bon. Nous, on a fait le contraire. On était déjà plus haut qu'eux en termes d'utilisation de l'impôt sur le revenu, puis on a continué de les augmenter. Puis on a diminué notre... Les gens ne croient pas ça, là. Voyons, les taxes de vente augmentent tout de même. Non. En 91, le poids des taxes de vente était plus important dans l'économie qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, on a fait vraiment sens contraire. Puis, j'aurais pu vous montrer l'Espagne, mais finalement, l'Espagne, comme entre 81 puis 2020, leur fiscalité a tout augmenté finalement là-bas, en proportion de l'économie parce que c'était plus faible. Donc, ils sont passés de quelque chose comme des recettes fiscales de 23 du PIB à 36 %. Donc, c'est sûr que tout a augmenté partout. On avait aussi à la Commission une perspective de court, de moyen et de long terme. Donc, à court terme, c'était de réduire les impôts les plus dommageables avec un autofinancement d'improposition, notamment impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés. À moyen terme, je vais vous dire peut-être pourquoi on voulait ça à moyen terme, on avait une volonté de revoir l'imposition du gain capital. Donc, de jouer sur le taux d'inclusion, qui est à ce moment, si vous faites un gain d'1 piastre, il y a seulement la moitié qui est imposée. Donc, il y a un avantage, on abat la moitié du gain qui devient exonéré d'impôt. On voulait revoir ça, on voulait l'éliminer puis tenir compte de l'inflation comme facteur d'ajustement du gain capital. On voulait revoir les règles pour les résidences principales. Et il y a des fameuses exonérations là, pour ceux qui ont des PME, là, qui peuvent vendre leur PME puis avoir on doit être rendu à 900 000 de gains libres d'impôt maintenant ou tout proche. Puis on disait, bien, on voulait remplacer cette exonération-là par une possibilité d'avoir plus de contributions REER. Parce qu'on se disait, si on fait ça ainsi, bien, les gens ils vont pouvoir reporter leur impôt, mais pas nécessairement l'exenter à vie. Parce que là, tu peux avoir 40 ans ou même tu peux avoir 20 ans, vendre des actions, avoir un gain qui est libre d'impôt,
Et l'argument principal, quand ça a été mis en place par Wilson dans les années 80, c'était ça va servir de fonds de retraite aux entrepreneurs. Mais pour que ça serve de fonds de retraite, on disait mettez les dons dans le REER. Ça va vraiment servir de fonds de retraite. C'est ça. Ouais. Puis là, on parlait de coordination à l'échelle canadienne parce qu'on l'avait déjà vu dans le passé. Quand une province a une volonté d'augmenter son impôt sur son traitement du gain en capital toute seule, mais ça ne marche pas. Ça ne s'est jamais fait, à vrai dire. Mais ça ne marche pas parce que ça entraînerait toutes sortes de planifications fiscales que les gains se réaliseraient ailleurs. Et donc, on disait qu'il fallait que ça soit coordonné à l'échelle canadienne. Puis à plus long terme, on avait embarqué un peu dans l'idée de Kevin Milligan, puis qu'on avait vu dans les pays nordiques, de dire est-ce qu'on devrait avoir un dual income tax qu'on a fait traduire par la commission, le truc de la langue française, par un système d'imposition à 2 volets. Donc, un système d'imposition à 2 volets, on disait que ça devrait être examiné. Puis encore une fois, on dit ça devrait être fait en coordination avec les autres provinces. Le Québec ne pourra pas faire seul un système à 2 volets si le fédéral n'embarque pas là-dedans puis si les autres provinces n'embarquent pas. Bon, là, je passe vite ici juste pour vous dire la logique du développement durable, un peu comme en Espagne. On pense que c'est un outil efficace, puis on pense que c'est un outil sous-utilisé. Il n'y a pas une grande tradition de taxes environnementales en Espagne, puis il n'y a pas une grande tradition de taxes environnementales ici, à part la taxe sur l'essence, évidemment. Bon, notre réforme, en gros, on réallouait de l'argent, comme on dit que c'était à coût nul. Là. On faisait des baisses généralisées d'impôts pour 4,4 milliards, 1,2 pour les sociétés, puis on allait financer ça par un ménage dans les dépenses fiscales, des recours accrus aux taxes à la consommation et à la tarification. Et ce que ça donnait, par notre secrétariat qui avait estimé par le modèle d'équilibre général, dire ça va être à coût nul, mais ça crée 2 milliards de PIB, ça crée des presque demi-milliards ou plus que de demi-milliards d'effets sur le revenu disponible des ménages, d'investissements privés, et ça avait pour effet de créer l'équivalent de 20 000 emplois, un peu plus. Donc, on trouvait que c'était un argument pour montrer que ça pouvait valoir la peine de s'embarquer dans l'aventure. Pour conclure tranquillement, pas vite, je vais m'appuyer sur un premier prix Nobel. Donc, ici, l'idée, c'est quand on analyse, je reprends un peu l'idée de Violetta, quand on analyse le système, il faut le prendre de manière globale. Puis oui, on peut accorder de l'importance à la progressivité, puis dire « Ah, la taxe de vente est régressive », mais il faut regarder ce qu'on fait avec l'argent de la taxe de vente aussi. Puis je donne souvent un exemple. Si vous prenez le système fiscal américain, objectivement, il est beaucoup plus progressif que celui de la Suède. La part qui est consacrée à des impôts progressifs est plus importante dans la structure. Mais si je vous demande, est-ce que c'est le système de la Suède ou le système des États-Unis qui va mieux combattre les inégalités? Probablement que vous allez dire le système de la Suède. Donc, pas tout de regarder le système, de regarder aussi la quantité d'argent qu'on prélève avec ce système-là, puis qu'est-ce qu'on fait avec pour combattre les inégalités. Deuxième prix Nobel, là, je ramène ça un peu en lien avec la mise en place d'une réforme. Donc, quand on veut faire une réforme, il faut comprendre qu'il va y avoir des difficultés de mise en œuvre. Puis, un petit nombre de perdants va souvent être beaucoup plus bruyant qu'un grand nombre de gagnants. Je peux donner un exemple pour la commission. On avait embarqué à quelque part sur l'idée qu'il y avait les taxes d'assises sur les bières étaient plus faibles pour les microbrasseries. Puis là, tu retournes à voir l'objectif de la taxation d'assises sur les bières, puis il disait c'est pour combattre parce que ça a des effets nocifs sur la santé. Puis là, on s'est dit, si ça a des effets nocifs sur la santé, à ce que je sache, il n'y a pas de vertu aux bières de microbrasserie pour la santé par rapport aux bières de Molson. Fait qu'on a dit, on devrait abolir ça progressivement. Naturellement, ils n'étaient pas contents. C'est une association. Ils se sont regroupés, puis ils se sont fait entendre, alors que toutes les PME qui bénéficiaient de baisse de taux, ils n'ont jamais dit un mot, même par leur association. Non, c'est pas vrai, même par leur association. Non, mais c'est ça. Donc, c'est pas vrai, on avait des... Mais ça veut dire que la majorité est silencieuse, puis la minorité est bruyante. Ça peut conduire au statu quo. Ça peut être une partie qui est... Puis ma dernière diapo, c'est 8 ans après, qu'est-ce qu'il y en est? Bien, là, ça donne que Carlos Letao, qui était ministre, qui a reçu le rapport de la commission, a annoncé qu'il ne se représentait pas aux prochaines élections. Puis il a dit dans une entrevue, dans un extrait de texte de Sébastien Beauvais, qu'un grand regret, c'était que la réforme fiscale n'ait pas vu le jour. Moi, je n'ai jamais douté
que Carlos Letao est un ardent défenseur de notre réforme. Peut-être qu'on a fait des erreurs stratégiques, qu'il a fait des erreurs stratégiques comme ministère. Je donne un exemple. Nous autres, on avait présenté le rapport, il a été bien reçu, puis ils ont été allés en commission parlementaire, mais ils ont représenté le rapport au complet en commission parlementaire. Peut-être qu'il y aurait pu avoir, c'est d'ailleurs ce que l'opposition critiquait, là, Nicolas Marceau, à l'époque, il avait dit, oui, mais vous auriez pu en faire un livre blanc, mais là, pas dans la même définition qu'actuellement, mais dire, en faire un extrait, vous faites vos arbitrages, présentez ce que vous voulez, puis on va débattre de ce que vous voulez mettre en œuvre, au lieu de tout représenter le fameux éléphant dont je vous parlais tantôt. Donc, peut-être une erreur stratégique, ça n'excuse pas pourquoi la réforme n'a pas été faite par la suite. Ici, on voit qu'il y a eu blocage. Bon, l'opposition s'est opposée, mais je pense que c'est leur rôle de s'opposer. Ils étaient tellement convaincus que le gouvernement a pu le faire qu'ils en étaient d'autant plus convaincus qu'il ne fallait pas que ce soit fait. Mais ça ne veut pas dire que le blocage est sans doute venu aussi d'ailleurs, peut-être plus haut que le ministre des Finances, mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas pertinent pour autant. Alors, je pense que j'ai comblé le temps qui m'était imparti. Parfait.